ce voyage de l'expérience client avec cette table ronde commerciale qui va nous amener du coup sur la prochaine étape du voyage d'un prospect du coup vers votre entreprise. Pour ce faire, je vais être accompagné du coup de 3 spécialistes de la vente. Le premier, du coup, a plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la vente. Ça va être le doyen du groupe. Il a toujours évolué dans des environnements du coup en hyper-croissance. Il est aujourd'hui directeur France d'HubSpot depuis 2 ans. Je vous demande d'applaudir du coup Ludovic Levé. Merci. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, HubSpot, c'est du coup le mot qui était le plus prononcé sur la table marketing. Je remercie d'ailleurs Émilie et Léonie pour la pub pour HubSpot. Le second, du coup, Hugo, donc a une solide expérience du coup commerciale et spécifiquement aussi en développement de nouveaux marchés, particulièrement en Angleterre, en France. Il vient aussi il se lance dans les podcasts, donc il vient de lancer son nouveau podcast qui s'appelle La vérité si je vends. Les premiers épisodes sont live, je vous le recommande fortement pour ceux qui sont intéressés du coup par ces sujets commerciaux. Et il est du coup directeur commercial France chez OneFlow, qui est une solution qui vous permet du coup de créer, de gérer, signer en fait tous vos contrats commerciaux sur une seule et même plateforme. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Hugo Travailler. Et enfin le troisième, après les États-Unis, la Suède, il nous ramène du coup directement à Lyon. Donc il a démarré du coup dans la même structure dans laquelle il travaille toujours aujourd'hui. Ça va faire bientôt 15 ans. Ils étaient 3. Il est aujourd'hui directeur commercial du coup d'Info Légal, qui est aujourd'hui une plateforme référente du coup de distribution d'informations légales, capitalistiques, financières sur les entreprises et leurs dirigeants. C'est Romain du coup Charret que je vous demande d'applaudir également. Bonjour, merci. Et rentrons dans le vif du sujet. Hop. Ils sont bas, il faut rester sur le bord. On s'est dit qu'on pouvait démarrer avec celui qui avait le plus d'expérience. Ludovic, je me tourne vers toi. En tant que dirigeant et avec le recul que tu as, quelle est aujourd'hui ton impression du moment sur le business? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de vendre en 2023? Non, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Je blague. Quand tu m'as posé la question, on avait dit est-ce que c'est vraiment 2023 qu'il faut indiquer comme bascule? Je pense qu'on a tous vécu le Covid, c'est encore frais dans nos esprits. Et dans le B2B, en tous les cas, ce qu'on a vécu, c'est une accélération de la transformation de la façon d'acheter de nos clients et donc de la façon de vendre de nos commerciaux. Chez HubSpot, on est fiers, on a la chance d'avoir pratiqué l'inbound, donc la sollicitation de contenu afin que les prospects viennent à nous depuis plus de 15 ans maintenant. Mais ce qu'on a observé, c'est que lors du Covid, cette façon d'acheter et donc cette façon de vendre s'est vraiment accélérée sur quasiment tous les secteurs de l'économie. Avant, on avait vraiment des prospects, c'était assez simple et assez pratique pour nous d'aller vers les prospects qui sont très actifs sur le digital et les autres, on les touchait beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, je pense qu'on a tous besoin de toucher tous nos prospects, plus c'est uniquement se contenter de ceux qui sont les plus chauds sur les médias et sur le digital. Mais surtout, ils en consomment énormément, tous. On a des industries très traditionnelles qui consomment énormément de contenu sur le digital. Et depuis le Covid, c'est ce qui a d'ailleurs valu une explosion des recrutements et du business fait dans le monde du SaaS, toutes les solutions qu'ils proposaient de vendre à nos prospects. Donc, c'est vraiment une accélération qu'on vit. Là, évidemment, ça se tasse un petit peu depuis l'année dernière, depuis 2022 au niveau de l'économie, mais en tous les cas, on est encore sur des croissances à 2 chiffres très très fortes sur le digital. Et nos commerciaux, on est fiers, nous, de pouvoir accompagner tous les commerciaux dans leur acte de vente, également les équipes marketing. Mais en tous les cas, cette façon de vendre, pour moi, il y a eu un avant, un après, et on est vraiment basculé on le voit à tous nos clients, on voit des prospects aujourd'hui. Moi, j'échange avec des prospects qui sont des industries, jamais ils pensaient avoir acheté un CRM type HubSpot. J'ai un CRM, c'était un mot un petit peu particulier. À quoi ça sert vraiment, mettre cet argent-là?
Il y a le marketing qui fait des choses de son côté, c'est bien, il fait de la pub, les commerciaux ils doivent vendre, mais de là mettre un CRM au milieu de tout ça, pourquoi donc? Et ça c'était avant. Maintenant ça on le dit plus. Ouais, je pense que ça fait bien écho du coup aussi au rôle du marketing qui est pris aujourd'hui. On parle d'outillage également. Avant qu'on avance sur ces sujets, Hugo, Romain, c'est des constats que vous partagez sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin en fait d'évoluer sur cette fonction commerciale et sur la manière dont on vend, qui au final est juste un miroir en fait de ce que attendent, en fait des attentes en tout cas de nos prospects demain. Ouais, complètement. Bonjour à tous du coup. Je pense que c'est de plus en plus difficile de faire juste du call calling. On en est bien conscient, il y a des lois qui existent, on peut s'enregistrer dans des listes comme Blocktel pour plus être démarché. Et je pense que c'est important pour une entreprise d'attirer les prospects plutôt d'essayer de les convaincre malgré tout. Donc c'est pour ça que l'alignement effectivement avec le marketing est absolument essentiel. Ouais. Nous aussi, côté info légal, on a une culture qui est historiquement très orientée sur le cold call. Et pour le coup, en ayant mis en place, mais on en reparlera, des outils de gross marketing, ça va permettre à nos commerciaux, enfin, Émilie parlait beaucoup de productivité, de gagner justement en productivité, d'être beaucoup plus au rendez-vous face aux prospects, aux clients pour convaincre, et moins justement au téléphone pour essayer justement de susciter l'intérêt. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est aussi, on parlait de cloisonnement historique du coup des équipes. Donc, comment aujourd'hui ça se matérialise en fait dans vos entreprises sur ce besoin de communication qui s'est renforcé entre ces équipes. Enfin, avant, on était un peu tranquille au commerce, on faisait les ventes en fait. Et maintenant, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué parce que on a des contacts qui arrivent, mais qui n'ont pas envie d'échanger avec nous, qui n'ont pas envie d'avoir un contact commercial, qui n'ont pas envie d'être au téléphone. Mais du coup, comment on s'adapte face à ce changement-là? Donc je parle surtout côté marketing, comment est-ce qu'on s'aligne, c'est ça? Nous, en tant que commercial, en fait, comment est-ce que ça nous impacte dans notre job au quotidien? On a parlé de production de contenu qui est consommée en fait par des prospects. Mais cette donnée-là, il y a un moment donné, on a besoin aussi en fait de la récupérer, d'y avoir accès. Mais du coup, les contenus qui sont consommés, les prospects vont commencer à s'éduquer d'une certaine manière. Est-ce que ça correspond en fait au discours commercial en fait que nous on va prêcher? C'est un petit peu ces enjeux-là qui m'intéressent. En fait, il faut arriver à... Enfin, en tout cas, nous, le positionnement qu'on a pris côté info légal, c'est de créer des contenus d'experts, puisqu'on se veut aussi la référence et l'expert de l'information sur les entreprises. Et donc, déjà, ça va permettre de traduire le discours commercial ou éventuellement ce qui nous a été amené par le marketing sur du contenu, de commencer aussi à créer de la confiance en fait avec des prospects, puisque finalement plus ton contenu sera de qualité et plus il va apporter quelque chose en termes de connaissances à ton prospect, et plus déjà il y a un lien qui va se tisser qui sera quand même assez intéressant. Ensuite, pour arriver à passer finalement du contenu à la vente, nous on a fait un gros travail sur nos workflows qui vont nous permettre en fait, en fonction de la maturité et du besoin du prospect qui vient justement télécharger du contenu, de lui repousser à certains moments, soit des nouvelles présentations d'infos légales, soit des offres, soit des fiches produits, soit des contenus qui va les intéresser, soit l'inviter à certains événements. Et dès qu'on sent on parlait de momentum sur la précédente table ronde, dès qu'on sent que ce momentum il est là, on va pousser le contact au commercial pour qu'il prenne rendez-vous, pour qu'il puisse accompagner l'inscription par exemple d'un prospect à un événement et pas seulement vendre en fait info légale pour le coup. Et puis après, derrière tout ça, on a mis aussi en place beaucoup de test and learn, puisque ce qui vaut à un moment dans tes séquences de workflow à l'instant T, finalement peut très vite ne plus valoir quelques semaines ou quelques mois après. Et donc en fait, c'est comment tu remets en question aussi tout ça, comment tu réajustes, comment tu réadaptes, quel KPI tu suis pour arriver justement à répondre à la problématique que tu évoques. Et aujourd'hui, comment est-ce que parce que cette information-là qu'un prospect du coup va avoir, je sais pas, consulté tel contenu, s'être éduqué sur tel sujet, comment est-ce que vous y accédez en fait concrètement? Là, c'est surtout grâce au CRM. Là, on va refaire de la pub pour HubSpot, mais effectivement,
C'est grâce à la data et c'est grâce au CRM qu'on va pouvoir voir c'est telle action marketing qui a fait venir ce prospect et donc du coup on va pouvoir suivre son parcours et le contacter au bon moment quand il est suffisamment mature pour recevoir un appel téléphonique parce qu'il s'est bien renseigné sur notre solution, il a pris le temps de lire notre site, notre brochure, etc. Mais c'est pour ça que le CRM reste pour moi l'élément central dans ce pilotage. Ouais, effectivement, aujourd'hui, on voit des structurations. C'était pas forcément le but de faire une pub pour HubSpot. L'idée, c'était juste de dire qu'en tout cas, il faut pouvoir accéder à ces informations en tant que commercial, parce que moi, demain, je m'engage avec quelqu'un pour la première fois au téléphone ou par SMS, enfin pas par SMS, mais par email, par exemple. J'ai besoin d'avoir accès en fait à ces informations au début de son parcours pour être capable de personnaliser en fait mes actions, quoi. Après, effectivement, HubSpot a une solution dans laquelle tout est au même endroit, donc ce qui facilite un petit peu les choses. Voilà. Tu continue. Non mais je vais continuer, je vais te laisser continuer de faire la pub. Ok, donc là on parle aussi du coup, ça me permettait de faire la transition avec le marketing commercial. Effectivement, comment est-ce que aujourd'hui en fait le marketing a un rôle qui est de plus en plus important pour générer des prospects éduqués. Et dans le rêve, c'est aussi pour un commercial d'avoir du lead entrant et de la demande entrante constamment. Ça c'est plus facile parce que justement on est en mesure d'adapter un discours, de personnaliser. Mais la vente, ça reste aussi de la prospection. Pour pas dire le gros mot. On parle beaucoup du coup depuis 2 ans de cette culture grosse d'automatisation, de scrapping, de justement dans un contexte en fait qui est plus difficile, d'accentuer en fait ces efforts de prospection. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu tous les trois quelles sont en fait aujourd'hui les pratiques en fait qui sont mises en place et comment vous faites évoluer ces pratiques-là avec potentiellement de nouveaux outils, un CRM. Oui, effectivement, on a tous un peu des outils de scrapping pour trouver tous les prospects qui sont d'après notre ICP, donc des bons prospects ou en tout cas des bons futurs clients. Après, c'est des outils qui aident à faire du travail de masse. Je reste assez convaincu que la personnalisation reste quand même un outil qui est sous-exploité. Et ce que je veux dire par personnalisation, c'est de prendre le temps d'écrire un email personnalisé sur le prospect, même si maintenant ChatGPT peut le proposer pour toi, et donc ça donne cette impression-là qu'il y a une personnalisation. On utilise aussi beaucoup l'outil vidéo chez OneFlow, que ce soit quand on l'intègre à notre contrat ou quand on envoie une proposition commerciale. Pour moi, ça fait vraiment la différence. Au niveau, c'est aussi un humain et on reste quand même dans de la vente. Et donc, c'est quand même un contact d'humain à humain. Et donc, ce côté personnalisation, surtout quand on sait que maintenant, tous les emails sont automatisés, ça peut vraiment faire la différence. Est-ce que votre prospect va vous répondre et va vous répondre favorablement? La personnalisation, je crois qu'on a tous aujourd'hui, on reçoit tous les jours par LinkedIn, par email, on en a parlé juste avant, en fait, un nombre de sollicitations, c'est insupportable en fait, avec des fois zéro personnalisation, des fois un petit peu de personnalisation, mais effectivement on commence à évoluer dans un monde où on le sait, on sait que c'est personnalisé, mais en fait on sait que c'est automatisé, donc il y a besoin d'aller plus loin dans une vraie personnalisation pour créer en fait une vraie relation. On parlait d'émotion en fait un peu plus tôt. Quand on a l'impression que c'est un robot en fait qui vient nous démarcher, personne ne répond en fait. Ouais, c'est pas parce qu'on reçoit beaucoup en fait qu'on est fatigué, c'est parce que, comme tu dis, c'est pas à propos. Donc nous on travaille beaucoup là-dessus. L'outil, c'est pas la faute du CRM de pouvoir permettre cette automatisation, c'est parce que l'humain qui l'utilise le fait pas de la bonne façon. On a la chance en B2B d'avoir LinkedIn aujourd'hui, qui est un réseau phénoménal, avec des bons outils pour savoir ce qui se passe quasiment en temps réel. C'est le seul réseau sur lequel on peut savoir en temps réel ce que font les gens, ce que pensent les gens, les jobs qu'ils font, les boîtes dans lesquelles ils changent, s'ils font la croissance ou pas de croissance. Donc pour nous, c'est un élément important d'actualité sur nos prospects. Mais quand on est tous sollicités, je pense qu'autour de cette table, on le reçoit tous les jours, et on dit, ça donne généralement une mauvaise image de notre entreprise qui emploie ce commerçant en disant, oh là là, ils en sont là quand même en prospection, ils ont du chemin à parcourir. Il faut vraiment expliquer aux commerciaux que on en reçoit beaucoup, donc il faut surtout que ça soit, quand on dit personnalisé, ça veut dire mon entreprise doit être dans la bonne cible, dans l'absolu, de ce que tu offres en temps de prestation. Ça démarre par là. Très souvent, moi chez HubSpot, je reçois des choses qui sont complètement hors scope, voire on essaie de me vendre des CRM ou du marketing automation, j'ai eu ça aussi.
Non, mais c'est vrai. Deuxièmement, ça doit arriver à un moment où l'entreprise est dans une phase où elle peut avoir besoin de ce service, de ce logiciel, de répondre à une problématique particulière. Donc il y a le fit, ensuite il y a l'intent, puis enfin moi, à qui je suis le destinataire, je suis le buyer persona, donc je suis CMO, data marketing, communication, commercial, financier ou autre. À un instant T, dans le cadre de ce que vit mon entreprise, mon rôle aura besoin, enfin pour réaliser ma mission, j'aurai besoin de cet outil ou de cette offre de service. Et à ce moment-là, si on cumule ça, ça fait mouche. C'est-à-dire là, on est vraiment sur de l'ultra-personnalisation bien ciblée et on sait qu'on va avoir un prospect qui répond bien. Alors on peut améliorer grâce aux vidéos, on peut améliorer grâce à un chat GPT ou revu par un humain ou tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas la base de la bonne personnalisation, quels que soient les outils, ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas. Et pour personnaliser, il faut avoir de la data. Et on reboucle. Ça, Émile, ça fait peut-être une petite passe D pour toi, Romain. Vous, qui êtes une entreprise spécialisée justement en fait dans la production, la diffusion de données, comment est-ce que vous utilisez cette donnée aujourd'hui, vous, pour vos actions commerciales et aussi comment vous la rendez disponible au final? Parce que c'est bien de l'avoir, mais il faut l'avoir disponible au bon endroit. Ouais, bien sûr, c'est un enjeu assez important, ne serait-ce que pour aller dans le sens de ce que disait Ludovic, c'est avoir déjà une base à jour, donc être sûr qu'en fait les entreprises que j'ai dans mon CRM, elles sont actives, que j'ai le bon numéro de téléphone. Ça paraît assez bête dit comme ça, mais je sais que chez beaucoup de nos clients qui se sont mis à l'utilisation de nos données, c'était des choses qui n'étaient pas nécessairement un prérequis pour le coup. Donc ensuite, sur comment on la met à disposition, typiquement, on a développé un plugin avec HubSpot grâce à l'expertise d'IDEA Agency d'ailleurs. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça va permettre pour nos commerciaux de pouvoir créer une fiche en 2 clics, d'automatiser aussi la mise à jour des données des entreprises et les données de contact. Et donc, après, derrière, tu vas pouvoir mettre en œuvre différents types de workflows. Typiquement, quand tu sais que dans une entreprise, le dirigeant avec lequel tu es en train de closer un contrat est en train de changer, en fait, commercialement, il faut avoir une action maintenant pour pas perdre en fait tout ce qui a été construit. Ensuite, toutes ces données-là, elles vont aussi servir à tous les autres services. On parlait du service marketing évidemment ce matin, mais c'est aussi vrai pour le service client. Et donc en fait, c'est comment aussi grâce à ça, en ayant une nouvelle information dans ton CRM, tu vas aussi pousser des actions pour les différents autres services qui ont une interaction avec ton client. On entendait ce matin Gillian qui disait plusieurs services connectés autour du CRM, on est en plein dedans. Et en fait, comment tu vas t'appuyer sur cette donnée-là, sur les workflows que tu peux créer pour gagner aussi en productivité, pour le coup aller plus vite, mais aussi être au bon endroit au bon moment grâce à ces données. C'est aussi la capacité à bien cibler en fait par taille de compte par exemple. Nous chez InfoLégal, on a nos commerciaux qui, en fonction de leur seniorité, vont attaquer certaines tailles de compte. Et donc, tu es sûr que ta segmentation, elle va être propre, que tu n'as pas un commercial qui va commencer à prospecter une entreprise alors qu'en fait, c'est un autre qui aurait dû le faire. Et au moment du rendez-vous, la personne qui a pris le rendez-vous est frustrée parce que tu es obligé de le balancer à quelqu'un d'autre. Et on va intégrer des informations aussi de type tête de groupe, par exemple, qui vont permettre d'avoir une approche très spécifique sur un groupe pour aller utiliser la recommandation si tu travailles avec une des filiales du groupe ou aller négocier un contrat cadre par exemple. Donc c'est là où les données vont avoir tout leur intérêt. Et donc c'est à la fois extrêmement important pour les commerciaux, mais ça a une importance aussi extrêmement importante pour l'entreprise parce qu'une bonne donnée à jour, enfin une base de données à jour, va avoir un impact en termes de productivité pour tous les services qui peuvent, à un moment ou à un autre de la vie client, avoir besoin de cette donnée-là. Et d'ailleurs, je lisais récemment un article du MIT qui disait que avoir des données non à jour dans une base, ça coûte à une entreprise 15 à 25% de ses revenus. Donc il y a un enjeu qui est vraiment extrêmement fort, donc il faut être vigilant là-dessus parce que c'est souvent des coûts cachés. C'est souvent en fait, ok, ma donnée n'est pas à jour, tiens, toi, redresse en fait la base. Et le truc, c'est que utiliser cette énergie à redresser une base de données, c'est autant d'énergie que tu vas pas passer à créer une campagne pertinente ou à aller justement vendre et être face à tes clients. Et juste pour rebondir sur la donnée à jour, j'avais une petite histoire. Moi, c'était dans mon ancienne entreprise, justement.
on passait 3-4 jours tous les mois en fait, à vérifier ce qu'il y a entre le CRM et ce qui a été signé côté client. Est-ce qu'on a bien vendu le bon produit, le bon service? Est-ce qu'on l'a bien vendu au bon prix? Et donc, ça impacte les commissions des commerciaux, ça impacte vraiment tout. Et c'est pour ça que chez OneFlow aussi, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que la donnée, c'est absolument crucial et qu'on a développé un système en fait, qui permet à ce que dès qu'on change l'information dans ton CRM, ça va automatiquement changer cette information dans ton contrat. Et inversement, si ton prospect donc, va modifier une quantité dans ton contrat, cette information va être automatiquement mise à jour dans ton CRM. Et ça, c'est important parce que ça évite une tâche qui est manuelle, qui n'a pas de valeur ajoutée, donc de justement vérifier 3-4 jours dans le mois ce qu'il y a entre ton CRM et le document qui a été signé. Et c'est vrai que pour le coup, c'est important dans l'expérience client, mais même si c'est moins le sujet aujourd'hui, c'est aussi important pour l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu évites tout un tas de frustrations, parce qu'effectivement, tout le monde aura la bonne information. Au niveau de la finance, tu as les bonnes données pour facturer la bonne entreprise. Donc il y a un enjeu qui est assez fort. Ouais, je peux compléter ? Non, mais la data, c'est hyper important dans le CRM. Pourquoi Alors, tout à l'heure, on parlait, j'entendais, je crois que c'était les SDS qui disaient que t'es data addict. Et je pense que on peut l'être que si on a les bons outils et le bon usage. Et le CRM, il permet déjà de consolider à un seul endroit. Tu parlais des contrats, la prospection d'un côté des contrats. Il faut une plateforme qui relie les ventes, le service client, le marketing, la finance également. Ça permet d'avoir un seul endroit de partage de l'information. Et surtout, ça permet également de formater l'information. Parce qu'on parlait d'information qui n'est pas à jour, mais il y a aussi l'information qui est redondante, l'information qui n'est pas au bon format, etc. Et nous, on se rend compte, tu le sais très bien, quand tu migres vers un CRM, c'est qu'il y a un avant et un après. Et l'outil force justement à aller vers cette discipline de formatage et de consolidation. Donc consolidation, partage en 360 avec tous les départements de l'entreprise de la data pour qu'on sache non seulement quand un prospect devient client, mais également quand un client est déjà client de ne pas le prospecter ensuite, de savoir qu'il a logué un call et qu'il n'est pas content ou qu'il veut quelque chose de nouveau. Et ça, le commercial doit le savoir, le marketing doit le savoir pour ne pas prospecter sur quelque chose de différent ou pour aller prospecter sur le service pour lequel le client a demandé, a émis un intérêt auprès du service client. Donc tout ça, c'est hyper important. Et troisièmement, c'est la personnalisation. On en a déjà beaucoup parlé juste avant, mais ça permet cette data et la façon dont on va l'utiliser permettra justement de personnaliser toute notre relation avec nos clients et nos prospects pour bâtir de la confiance, de la légitimité, de l'interactivité, de ce qu'on appelle l'intimacy. Enfin, tous ces éléments-là sont au cœur de tout ce que peut apporter la data si, et seulement si, elle est mise dans le bon outil et bien utilisée. Et moi, ça me fait penser à des choses qu'on vit au quotidien, nous, chez ID Agency, où on a parlé du coup d'expérience client. Effectivement, ça c'est la finalité, mais elle est directement dépendante de l'expérience collaborateur, ou en tout cas de ce que des collaborateurs en interne dans des entreprises, comment est-ce qu'ils vont fonctionner, comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils ont accès du coup à une donnée, est-ce qu'ils ont les bons mécanismes de mise à jour, parce qu'on peut parler en fait d'automatisation de données, mais cette donnée-là, parfois, elle est quali. Donc ça veut dire qu'elle dépend en fait d'une interaction directe, de vive voix avec un prospect au téléphone, etc. Mais il faut qu'elle derrière elle soit saisie. Et celle-là, on aura beau. Alors, on commence à voir de nouvelles choses arriver parce qu'on a de plus en plus accès, par exemple, HubSpot, je pense à tout ce qui va être enregistrement, en fait, écoute, donc qui derrière permettent de créer des transcripts, de faire de la recherche, etc. Mais il y a quand même des enjeux forts de formation, de conduite du changement, parce que aujourd'hui, on est tous obligés de se renouveler dans la manière dont on travaille au quotidien, en fait, sur nos fonctions. Et on aura beau mettre tous les outils du monde, au final, si on les utilise pas correctement, on aura toujours les mêmes problèmes. Dans la table ronde précédente, il était évoqué aussi la capacité à bien définir ensemble ce que chacun va avoir besoin pour bien bosser. Et je crois aussi que c'est sûr qu'il faut arriver aussi à définir un process qui, au global, permette de capter la bonne information. Enfin, alors, pour continuer à faire la pub d'HubSpot en l'occurrence, mais tu peux définir des champs qui vont te permettre de dire, en fait, cette fiche-là, tu peux pas la fermer tant que tu m'as pas renseigné ces éléments-là. Et donc, par rapport à ce que tu dis, nous aussi, on l'a vécu. Je peux te dire qu'en fonction des commerciaux, t'arrives, t'ouvres une fiche, t'as rien. Donc, si t'as un client qui t'appelle pour dire, en fait, j'ai un problème avec la solution que j'utilise, qu'utilisez-vous? Donc là, l'expérience client, elle est au summum, tu vois. Donc après, arriver à forcer aussi, c'est pas forcément, on veut pas être tyrannique avec les gens qui utilisent le CRM, mais
ça a une telle importance pour tout le monde par rapport à ce qu'on évoquait sur la productivité et sur la valeur contributive de chacun par rapport à l'autre, bah, c'est qu'en fait de dire bah ok, c'est l'échelon minimum que tu dois renseigner pour pouvoir bosser ce compte-là. Et là effectivement tu vas pouvoir éviter justement tout ce que tu évoques, et si on revient à tout ce qui vient d'être dit, bah, ça participe au bon fonctionnement après de toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing et d'un point de vue service client. On parle du coup d'alignement, aussi des équipes et de ce que chacun doit faire. Si on avance un peu dans le process commercial, on a parlé tout à l'heure en fait de la signature d'un contrat, qui est une étape hyper importante, enfin d'un acte d'achat ou de la signature d'un contrat. Mais c'est vrai que généralement à ce moment-là, les choses peuvent devenir un petit peu floues. Il y a un devis, il y a un contrat, on l'envoie par mail ou pas, mais il faut l'imprimer, il faut le retourner, il faut le signer. Alors ça, c'est la pire expérience du monde pour tout le monde. Déjà, imprimer, scanner. Je ne sais pas si aujourd'hui, en fait, c'est des choses que les gens continuent à faire. Vraiment, je me pose la question. Je ne sais plus comment utiliser un scan, personnellement. Nous, on utilise le fax. Mais du coup, là, je me tourne plutôt vers toi, Hugo. Aujourd'hui, vous avez du coup mis en place une solution qui permet justement de faciliter en fait cette expérience. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement, et puis derrière, ça va nous emmener. Là, le temps file, il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on va s'approcher progressivement en fait de la prochaine équipe en fait, qui prend en charge les clients, qui est le service client. Mais du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui vous réalisez en fait, vous facilitez cette transition avec OneFlow? Ouais, je vais raconter parce que ça peut être l'expérience client, mais aussi candidat, parce que tout ce qui nécessite signature, ça peut être effectivement une équipe commerciale, mais aussi une équipe RH. Et moi, la petite histoire, quand j'ai reçu mon contrat OneFlow, c'est assez drôle parce que justement, sur le contrat, donc on avait le CEO qui est norvégien, donc il parlait avec son fort accent des valeurs de l'entreprise et donc un peu de la mission de l'entreprise sur le long terme. Donc tout de suite, on reçoit ça dans l'offre. On est quand même assez impliqué, on est assez motivé et on ressent un peu les valeurs de la boîte. Et j'avais aussi une vidéo qui s'affichait en tant que pop-up, donc une fenêtre qui s'ouvrait automatiquement quand le contrat a été ouvert pour la première fois. Et là, j'avais mon manager donc, qui me félicitait par rapport aux entretiens qu'on a eus et qui me présentait mes collègues, en fait, mes futurs collègues. Et donc ça, j'avais adoré sur ce côté, il y a de la personnalisation, on se sent tout de suite dans le bain de l'entreprise. Et par exemple, il y avait une petite erreur sur mon nom de famille, qui n'est pas travail, mais travailler. Donc, je voulais insister pour mettre l'accent. Et donc, à l'inverse de ce que tu disais, un document que tu dois scanner, imprimer, etc., là, je pouvais directement modifier le contrat. Donc, on pouvait en fait collaborer ensemble pour en fait le signer après dans la minute. Donc, l'expérience elle est excellente et surtout, en fait, tout se fait en collaboration avec ton futur employeur dans ce cas-là. Donc, ça, c'était un côté RH, mais ça peut être la même chose côté client aussi derrière. Et aujourd'hui, je crois que nous, tout le monde utilise de la signature électronique. Ok. Bon, ça, c'est vrai que ça fait partie en fait. Pourtant, nous, on accompagne énormément d'entreprises en fait qui aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est pas encore ancrée. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose en fait. Non, ce que j'allais dire, oui, moi, ce que je trouve bien d'un point de vue strictement commercial, c'est qu'en fait, pour envoyer le devis au signataire, il faut avoir ses coordonnées. Donc tu peux plus te retrouver dans un cas où de moins en moins fréquemment où en fait tu as un commercial qui va négocier un contrat avec un décisionnaire mais qui n'a pas la signature. Et lui va axer son travail strictement sur le décisionnaire et oublier que derrière c'est peut-être pas lui qui signe. Et donc quand tu es dans un process comme ça aussi, on parlait de productivité, ce genre d'outil permet aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait dans ta phase de prospection, il faut que tu intègres le fait que tu vas avoir besoin de capter les coordonnées de la personne qui va signer. Et donc aussi, ça te permet d'avoir deux interlocuteurs, celui qui décide, mais aussi celui qui signe, et de faire ta vente aux deux quelque part. Et d'éviter de perdre un dossier, parce qu'en fait, t'as loupé la petite étape qui te permettait de franchir la ligne. On a parlé beaucoup de personnalisation, ça me fait penser aussi à tout ce qui va être en jeu pour personnaliser, il faut être capable du coup d'avoir les informations. On n'a pas parlé beaucoup de tracking par exemple, mais aujourd'hui, moi je sais que nous on a systématisé ça chez IDEA, je crois que c'est le cas pour tout le monde en fait chez vous, sur le fait de pouvoir communiquer aussi des documents, que ce soit des devis, des contrats, comme vous le faites, mais de les rendre en fait disponibles en ligne, ce qui va aussi permettre, on parlait de récupérer de la donnée en fait, mais cette donnée-là,
à partir du moment où on partage en fait ces documents, on arrive derrière en plus à récupérer des informations d'ouverture, de consultation. On a des fois en fait des cycles de vente qui peuvent être longs aussi, des process décisionnels compliqués. Et enfin, nous, ça nous arrive régulièrement de se dire bon, on envoie un devis, une proposition, puis après il y a un momentum qui se perd un petit peu, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qui se passent, et puis en fait d'un coup on a une réouverture en fait de documents. Ça c'est quelque chose, c'est une notification en fait qu'on arrive à obtenir et qui nous permet en fait derrière aussi de réadapter sa démarche en fait commerciale, de reprendre contact avec un prospect, de potentiellement aussi aborder avec lui des points spécifiques directement parce que on sait que c'est peut-être le budget en fait sur lequel ils n'ont pas arrêté de revenir en consultation en fait sur la proposition. Donc ça c'est vrai que on n'a pas parlé en fait de tracking, mais c'est vrai que des solutions aujourd'hui en fait on parlait d'outillage, du besoin de s'équiper, c'est des choses qui nous permettent en fait demain en tant que commerciaux de pouvoir être plus efficace et avoir une meilleure expérience parce qu'on rappelle pas, on sollicite pas quelqu'un quand il n'a pas envie, on lui parle pas de choses dont qui ne le concernent pas. Donc ça c'est encore un autre exemple en fait de choses qui vont permettre d'améliorer l'expérience dans un process commercial. Il nous reste quelques minutes. On a parlé IA sur la table ronde marketing. On a une table ronde dédiée, je vous rassure, qui va être la 4e table ronde aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses que vous, concrètement, effectivement, il y a cette grosse vague ChatGPT aujourd'hui, mais est-ce que c'est des choses est-ce que vous utilisez déjà en fait un peu d'IA au quotidien, vous, sur vos rôles en fait de dirigeant, manager? Est-ce que vos équipes sont amenées à en utiliser un petit peu? Et quel est un petit peu votre point de vue sur toute cette vague dont on entend beaucoup parler? Écoute, oui, évidemment, on l'utilise. Je pense que c'est une révolution. Donc, Julien a parlé brillamment de notre bot, ChatSpot, chez HubSpot. Mais donc aujourd'hui, on a mis l'outil en bêta, nous, depuis plusieurs mois. Il est sur liste d'attente. Il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs tous les jours parmi nos clients de l'outil. Et en fait, on essaie de définir l'usage souhaité. Parce que les experts nous disent, on a consulté beaucoup d'experts chez HubSpot, personne ne sait exactement ce qui va percer rapidement. On sait que ça parle dans tous les sens, en termes d'usage, ça peut faire énormément de choses. C'est très créatif. Mais quel est aujourd'hui l'usage au quotidien, dans les mois qui viennent, dont on va vraiment avoir besoin et qui va prendre en fait, chez nos clients par rapport à nos besoins commerciaux? Et là, personne ne sait. Donc nous, pour essayer de savoir, on a mis l'outil et on regarde ce que les gens font dessus avec. Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils prennent de la data? Est-ce qu'ils demandent à formater des formulaires tout seuls? Est-ce qu'ils écrivent vraiment des emails? En fait, de quoi ont-ils besoin? Et on est très surpris de ce qu'on voit. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce à quoi chacun pense, c'est généralement aider à la rédaction, donc d'emails, de séquences, etc. Je pense que oui, pourquoi pas, on l'utilise, ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, moi je dis toujours que si c'est pas la bonne cible au bon moment, par le bon média, quel que soit l'IA, ça sert à rien. Donc de toute façon, l'IA, elle vient juste apporter une béquille pour gagner du temps à un commercial sur des contenus assez standards, mais il y aura toujours quelqu'un en marketing ou au commercial qui va relire ça. Donc oui, on va générer automatiquement beaucoup de choses, ça sera une belle aide. Mais pour l'instant, ça reste un beau gadget. Mais oui, on va... Oui. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de data scientists chez InfoLégal, donc on va l'utiliser un peu aussi au quotidien sur le même cas d'usage qu'évoque Ludovic. Mais en fait, eux l'utilisent pour le besoin de la construction de notre référentiel, de notre score de solvabilité, de nos scores d'appétence, etc. Mais donc on va aussi l'utiliser pour analyser notre base client et arriver à projeter en fait quels seront nos meilleurs prospects de demain. Et donc moi, ça va beaucoup m'aider aussi quand je fais mes analyses régulières pour savoir en fait, comment on règle les cibles, qu'est-ce qu'on pourrait tester pour se dire en fait, ça c'est un segment qu'on n'a jamais vraiment attaqué, mais en fait, par les analyses de notre data science, ils nous disent que pour le coup, ça pourrait valoir le coup. Donc on met une petite équipe sur le coup et on voit du coup toujours test and learn si ça peut marcher ou pas. Ouais, et on a repris à peu près les mêmes choses, sans vouloir répéter. On l'utilise effectivement côté commercial pour prospecter, personnaliser, etc. L'approche. On l'a aussi intégré à nos outils et ça aide beaucoup. Voilà, si je te demande demain de m'écrire un contrat de
location d'appartements suédois, je pense que tu auras un petit peu de mal, à part si tu parles suédois. Et donc, du coup, grâce à ChatGPT, ça te rédige déjà un document que tu peux intégrer et envoyer pour signature. Donc, ça sert surtout pour ça, ouais. Ce que je retiens en fait aussi de cette table ronde là, c'est qu'on a du coup un rôle de commercial en fait qui évolue, tout comme c'est le cas pour la partie marketing. Moi, quelque chose que personnellement je voulais partager, c'est le fait que on est aussi constamment en fait challengé sur ces rôles-là en fait à devoir évoluer rapidement. Parfois, je pense aussi très voire trop rapidement. Il ne faut pas oublier qu'on reste, on parle de B2B, 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 B2C. Il ne faut pas oublier qu'on est sur du H2H en fait avant tout, qu'on est des humains, qu'on parle à des humains et que des fois c'est vrai qu'à vouloir trop en faire aussi sur de l'automatisation de la donnée, aller très vite, etc. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on crée des vraies relations les uns avec les autres, de l'émotion, que les choses parfois prennent aussi un petit peu de temps en fait à se construire, mais que c'est des choses qui sont aussi importantes pour construire des choses qui durent. Donc voilà, il faut se renouveler sur nos rôles respectifs, comme toi tu peux le faire par exemple, même on parlait du podcast en fait que tu lances, mais bon c'est aussi en phase avec de nouvelles attentes, c'est aussi une manière de capter de l'intention, de partager en fait ton expertise avec des personnes que derrière tu pourras conseiller sur d'autres choses. Il faut rester sur des choses simple, humaine, qui crée de l'émotion, qui est ce qu'on cherche tous. Et puis voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Allez, c'est parfait. Et bonne pause à tous et merci à tous.